Le podcast que vous allez écouter est sponsorisé par l'UFM, Union des fumeurs militants. Fume. Bonsoir. Bonjour. Salut Zioul. Salut Léam. Bienvenue dans votre petit magazine d'actualité et de culture Fume. On remercie d'ailleurs notre sponsor du mois. Tout à fait, le sponsor l'UFM, vous avez entendu le spot en début d'épisode, l'Union des fumeurs militants. On est ravis qu'ils nous accompagnent sur cet épisode et ils rendent toute la production possible cette semaine et même pour tout le mois, évidemment. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur moiavectabac.fr. On vous encourage grandement à le faire. C'est une campagne importante auquel on a la chance de participer. Et on est très fiers. On peut se permettre de choisir nos sponsors et du coup, on prend vraiment des gens avec qui on a envie de s'engager et dont on aime le projet et l'engagement. Ouais, parce qu'on a des convictions fortes ici. Et, bien sûr. Et on n'a pas envie de faire des choses qui sont pas liées à nos convictions, tout simplement. Exactement. Du coup, encore un grand merci à l'UFM. Merci à eux. Et de toute façon, il y aura un autre petit spot. On sortira aussi un épisode avec des reportages de gens du mois avec tabac 2024 en live. Peut-être que les billets sont potentiels. Enfin, on a le droit de liguer. Hein. Je crois qu'on peut le dire. De toute façon, au pire, je biperai. Oui. Mais je crois qu'on peut déjà en parler. Ouais. Donc voilà, il y a c'est que le début de notre collaboration pour le mois avec tabac qui commence en ce beau mois d'avril finalement. Tout à fait. On est trop fiers de faire partie de ce beau mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme cette semaine, ma chère Zioul ? Alors, pour ce petit épisode de Fume, on va commencer comme d'habitude avec les anti-recos. Oui, les anti-recommandations de la semaine. Tout ce qu'on n'a pas aimé, tout ce qu'on a détesté, dont on a envie de vous éloigner. On va vous désinfluencer, tout simplement. Exactement. Pour reprendre le mot de la Gen Z. Bien sûr. Ensuite, on a un petit jeu, il me semble. Tout à fait, on a un jeu, comme toutes les semaines, on a un petit jeu toujours très sympathique. On a un reportage, on a une petite chronique. Ouais. Je crois que Marcel Piston revient cette semaine pour nous parler mécanique. Je sais que ça fera plaisir aux fans d'auto qu'on a dans notre audience. Ouais, il a été beaucoup demandé ces derniers temps. Bien sûr. Et ça lui a fait très plaisir de recollaborer avec nous. Ah bah ça, bien sûr. Toujours. De toute façon, c'est toujours un bonheur. On s'entoure de gens vraiment hyper talentueux qui connaissent vraiment trop bien leur sujet. Donc ça, à chaque fois, ça nous enrichit et on passe des trop bons moments. Et donc, comme tu disais, un petit reportage très sympa que vous découvrirez finalement. Voilà, on veut vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Et on terminera sur une petite discussion comme à notre habitude. Voilà, tout à fait. On sait que vous aimez nous entendre déblatérer. Tout à fait. Ce qu'on pense finalement. C'est parti pour ce superbe épisode de Fume. Alors, les anti-recos de la semaine. On entame fort Zioul, l'épisode. Qu'est-ce que tu as détesté ? Qu'est-ce que tu as envie de ne pas recommander aux gens ? Alors, j'ai bouquiné, figure-toi. Ça m'arrive de temps en temps. Donc. Et j'ai lu un bouquin. Je ne sais pas comment il est arrivé dans mes mains. Ça s'appelle « En finir avec la cigarette » de Allen Carr. Oula. Déjà, le titre, je trouve ça un petit peu limitant. Ouais. En Big 2025, un bouquin à finir avec les cigarettes de Allen Carr. Bref, Allen Carr, je ne le connais pas. Hein. Ça se trouve, c'est quelqu'un de bien. Moi, j'ai pas la science infuse, je ne le connais pas du tout. Moi, j'aurais tendance à me méfier. Mais... Et vas-y, pardon, continue. ce bouquin, c'est juste un tas d'imbécilités. J'en perds mes mots. Mais enfin, comment on dit ? Imbécilité ? Voilà, imbécilité sur imbécilité. Voilà, je trouve qu'en plus, le destin a fait que le bouquin est tombé dans mes mains oui, au mois de mars, donc la veille du mois avec tabac. Voilà. Le destin est farceur parfois. Et franchement, ça m'a dégoûté. Ça m'a carrément donné envie de fumer. Donc le gars, en plus, n'arrive même pas à... Bah oui, mais donc j'ai une question. C'est premier degré, c'est-à-dire le contenu du livre, ça correspond au titre ? Ah c'est oui, vraiment des conseils ? Oui, c'est des conseils pour arrêter la cigarette. Oh là là, mais c'est super dangereux ce genre de message. Oui. Il est autorisé à la publication, ce livre ? Alors, il a l'air assez vieux. Moi, je l'ai trouvé dans une petite boîte là. Une boîte à lire ? Ouais, c'est ça. Ok. Où je me suis dit, c'est quoi ce truc encore ? Enfin, je me suis dit, oui, on trouve toujours tout et n'importe quoi de toute façon là-dedans. Un petit peu d'humour peut-être, un truc comme ça. Tu sais, j'avais l'impression que c'était un truc comme les nuls. Oui, comme le fumer pour tu vois, le fumer pour les nuls, il est pas mal celui-là. Oui, c'est vrai qu'il est très bien fait, il y a plein de super conseils. Et celui-là, je me suis dit c'est une joke, si
si je peux reprendre les expressions de la Gen Z. Et non, pas du tout, c'est Prom Dog. Le gars te dit, bon, bah, faudrait penser à manger des chewing-gums. Donc, alors, ne reproduisez pas à la maison. Hein. Bah, évidemment, ça va sans dire, mais t'as raison de leur préciser, je pense que c'est important. Manger des chewing-gums. Dès que vous pensez à la clope, vous faites autre chose, comme jouer à un jeu. Mais des trucs de taré, quoi. Ouais, c'est... Bref, voilà. Du coup, oh là là. Ça m'a un petit peu énervé, je vais pas te mentir. Ouais, bah j'imagine bien. Donc n'achetez surtout pas ce livre, on peut le dire. Oui, on peut le dire aux gens. Oui, je pense pas qu'on ait dans notre audience des gens assez moutons, assez bêtes pour suivre ce genre de conseils, mais. Mais même si vous le trouvez par terre dans la rue ou dans une foutue boîte à livres. Oui, jetez-le. Ça vaut pas la peine, même pour se poiler, moi ça m'a pas fait rire. Okay, ça m'a même pas fait sourire. Même pas souffler du nez. Ok. Eh ben, merci Zioul pour cette prévention, j'ai envie de dire. Moi, un bouquin comme ça, faut le tenir éloigné le plus possible, surtout des jeunes, surtout dans un mois aussi symbolique que avril, le mois avec tabac. C'est très bien de faire de la prévention sur ce genre de charlatan. Que l'UFM ne m'en veuille pas d'avoir même fait que mentionner ce bouquin. Hein. Pour le coup, l'UFM, ils sont assez cool là-dessus, et je pense qu'ils travaillent eux-mêmes à la prévention sur ce genre de messages un peu dangereux et tout. Donc, non, mais c'est très bien. Alors, moi, j'aimerais te parler d'un podcast, figure-toi. Un podcast. Alors, tu vas me dire que c'est un peu ironique de ne pas recommander un podcast quand on fait nous-mêmes un podcast. De taper sur les collègues. Voilà, mais sauf que c'est vraiment pas des gens que j'ai envie de considérer comme des collègues. D'accord. On le sait tous, il y a beaucoup trop de podcasts aujourd'hui. Oui. C'est une mode qui a envahi tout Internet. Nous, évidemment, on était là avant que ça soit la mode. On est des passionnés de la première heure. Alors ça a fait quoi 5 ans. Voilà, ça fait plus de 5 ans qu'on fait ça, avec passion. Tous les petits nouveaux depuis un an, là, on vous voit. Hein. Voilà, et surtout, on met avant tout l'accent sur l'information, la culture. On a envie d'apporter des choses aux gens. On a envie que les gens, quand ils nous écoutent, quand ils écoutent Fume, ils ressortent grandis. Et ben, le podcast dont je veux te parler, c'est exactement l'inverse de ça, et c'est le symbole d'un truc qui me sort par les yeux, c'est la culture du vide. Donc le podcast dont je veux te parler, ça s'appelle MUF. Ok. Déjà, le nom, tu comprends pas trop ce que ça veut dire. MUF, 3 lettres quoi. Ouais, 3 lettres. Tu te dis, c'est quoi, ça se veut catchy, ça se veut faire son intéressant. Donc c'est 2 meufs qui parlent dans des micros. Et franchement, je t'ai déjà résumé 90% du contenu. C'est-à-dire que ces 2 femmes pas spécialement intéressantes, qui n'ont pas une connaissance particulière sur des sujets, elles sont pas spécialement expertes, elles sont pas chercheuses. C'est quoi le thème ? Bah justement, il y a pas vraiment de thème, c'est ça le pire. C'est que la base même du contenu, c'est elle se pose des questions un peu absurdes et ça dérive en impro et tout ça. Mais déjà, c'est pas drôle. Franchement, ça se voit qu'elles se veulent drôles. Elles font que ricaner à longueur d'épisode dans les micros. Mais c'est vide, c'est creux et ça dure des heures et des heures. Franchement, j'ai regardé, il y a déjà une vingtaine d'épisodes à chaque fois 1 heure et demie, 2 heures qui sont sortis. Et c'est épuisant. Honnêtement, je vais être honnête avec toi, j'ai pas eu la foi de tout écouter. Bah, je voulais prendre ma mission à cœur, mais au bout de 3 épisodes, en fait, j'en ai eu marre. Parce que c'est tout le temps la même chose. Toujours, on fait des petits jeux, on se croit drôle et tout. Voilà, donc... Des novices, quoi. Enfin, des... Ah, mais exactement. En plus, la mode, quoi. Oui, c'est ça. Ça fait même pas 1 an qu'elles sont là. Elles se prennent déjà pour les reines du podcast. Alors, pardon, en plus... 4 étoiles sur Spotify. Donc déjà, on voit que ça sent déjà, il y a clairement un problème. Et en plus, quand elles font pas des blagues, ça nous sort des discours de gauchistes. Ultra militant. Ok, je commence à voir le genre. Voilà, tu vois très bien quand on parle. Donc, moi, pour vous faire gagner du temps, ne cliquez même pas, n'allez jamais voir ce podcast MUF. Il y a déjà très peu d'écoute, ça va mourir de sa belle mort, sûrement dans les prochains mois. Et voilà, et ne leur accordons même pas une once d'attention parce que je trouve que c'est la culture du vide, c'est ce qui est en train de pourrir Internet. Et particulièrement les podcasts. Et bien sûr, bien sûr. Et c'est le fait que c'est un média accessible, le podcast, qui fait que trop de gens se croient intéressants et prennent le micro pour dire des choses. Ça y est, 2 connes et 2 micros, et ça y est, ça... Exactement. Non, mais c'est vraiment ça. Intéressant. C'est exactement ça, franchement. Donc voilà, c'est mon anti-reco de la semaine. Et bah, tu fais bien de le dire, parce que c'est vrai que le podcast, c'est pollué, en fait. Ah, mais on a envie d'épurer ça un peu, quoi. Oui, clairement. Et nous, c'est un peu notre mission aussi, c'est comment dire, de garder les lettres de noblesse du podcast à une ère où tout le monde essaye de le dévoyer, d'en faire n'importe quoi. Nous, on est là pour rappeler que le podcast, c'est un média d'information, de culture, pour la jeunesse, pour tous les publics. Et puis, je sais pas, faites-vous... Enfin,
Faites-vous honneur, ayez du bon goût, tout simplement. Arrêtez de partir sur de l'abrutissement, en fait, tout simplement. C'est fou. Je suis tout à fait d'accord. Sous prétexte de no brain, tu sais, maintenant, comme disent la Gen Z. Puis tous ces gens qui se croient drôles. Les femmes, alors ça, n'en parlons pas, qui essayent d'être drôles et qui font des blagues à longueur de journée dans des micros, là. On va pas... Tu sais qu'on a déjà eu des... Mais oui, je suis d'accord avec toi. Pardon. Excuse-moi. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit. Eh bah, MUF, on ne vous salue pas. Exactement. Et on ne vous invitera jamais à ce micro. Comme ça, c'est dit. Alors, c'est le moment d'accueillir quelqu'un... que vous avez beaucoup attendu, comme on disait en début d'épisode. Tout à fait, depuis sa dernière chronique. Il avait hâte de revenir et je crois que vous aviez hâte aussi de le réentendre. C'est Marcel Piston. Ce bon Marcel, j'allais dire. Ce bon vieux Marcel pour une super chronique auto. À toi Marcel, on te laisse les rênes, ou plutôt le volant de l'émission. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Marcel Piston, votre chroniqueur auto préféré. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour parler, pas de n'importe quoi, d'une nouvelle invention qui va révolutionner le monde de l'automobile. Et croyez-en ma parole, je m'y connais, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la bagnole. Et cette semaine, le produit dont je vais vous parler, il va tout simplement bouleverser la manière dont on a toujours fait des autos. Vous savez que j'adore l'invention, vous savez que j'adore l'innovation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui se cassent le cul à amener l'auto vers le futur et à prouver que la voiture, c'est le véhicule de demain. Cette semaine, on se penche ni plus ni moins que sur la nouvelle invention des laboratoires Renault, les essuie-glaces Ride and Swipe. Alors cette nouvelle invention, c'est une création d'une équipe de petits génies de la marque aux losanges. C'est une création sur laquelle ils bossent depuis une dizaine d'années maintenant, et ça y est, ça commence enfin à sortir. Je vous explique tout. J'ai été invité la semaine dernière sur place, à l'Île-Seguin, au siège historique de la marque aux losanges, pour tester les tout premiers prototypes. J'étais invité avec quelques collègues, journalistes et influenceurs. D'ailleurs, au passage, je fais un petit coucou à Jimmy Felcon et à Chloé de Combini. On s'est bien marrés tous les trois à la cantoche. Et je peux vous dire que Renault nous en a mis plein les mirettes. J'ai un autre petit message à passer tant que j'y suis. Hugo Décrypte, je t'ai prêté mon briquet quand on a fait une pause clope et t'as dû oublier de me le rendre. Alors, je suis vraiment pas du genre à faire des histoires pour rien, mais là, c'est un briquet de collection des 24 heures du Mans 2003 avec la tête de Michael Schumacher dessus, donc j'y tiens énormément. Si tu peux me le renvoyer par la poste, ça serait vraiment sympa. Glisse dans mes DM pour que je te donne mon adresse. Ok, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Entrons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que Ride and Swipe ? Ça tient en 4 mots. Ride and Swipe, c'est un essuie-glace à roulette. Alors là, vous allez me prendre pour un dingo, un farfelu, mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore celui-là ? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous trouvez pas que les essuie-glaces, franchement, c'est hyper pénible ? La lame de l'essuie-glace, c'est toujours un truc en caoutchouc tout pourri, qui s'use hyper rapidement, qu'il faut changer tous les 6 mois, et ça racle jamais vraiment bien la pluie sur le pare-brise. Vous trouvez pas que c'est trop chiant, franchement ? Eh ben, les gars de chez Renault, ils se sont dit, ok, ce problème, on va lui trouver une solution. Et leur solution, elle est spectaculaire. L'essuie-glace Ride and Swipe, c'est un balai complètement innovant. La lame, elle est garnie de petites roulettes. Il y en a exactement 148 par balai. Énorme, non ? Les roulettes, elles font 2 mm de largeur et 8 mm de diamètre. Oh, c'est microscopique ? On est dans l'infiniment petit ou quoi ? Allez, je déconne. Je vais continuer avec des chiffres parce que ça en met toujours plein la vue. Et cette fois-ci, les chiffres, ils sont extraordinaires. Les roulettes de l'essuie-glace Ride and Swipe, elles tournent à plus de 153 000 tours par minute. Je peux vous dire que ça met une sacrée distance à toutes les machines à laver et même aux moteurs de chez Porsche les plus puissants. 153 000 tours par minute, c'est du jamais vu. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que les roulettes, elles viennent frotter le pare-brise mouillé et elles viennent attraper les gouttelettes d'eau. Et les gouttelettes, elles sont projetées dans l'air à presque 950 km/h. On se rapproche dangereusement de la vitesse du son, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. D'ailleurs, je vous le confie, je sais pas trop si j'ai le droit, mais il y a un ingénieur de chez Renault qui m'a expliqué qu'ils ont dû diminuer la puissance du système. Parce qu'en fait, les gouttelettes d'eau, elles étaient projetées tellement vite dans l'air que ça faisait un mini bang de mur du son à chaque goutte d'eau. Et du coup, ça dépassait mais largement le niveau sonore qui est autorisé en centre-ville. Bref, cette invention, c'est tout simplement révolutionnaire. C'est pas fini parce que pour les détails techniques, je peux vous dire qu'il y en a à l'appel. Tellement ce produit est complexe et bien designé. Chaque roulette, elle est construite sur un axe mobile. Et l'angle de la rotation, il est contrôlé électroniquement en permanence pour envoyer l'eau sur les côtés de la voiture. Parce qu'évidemment, si tu contrôles pas l'angle, eh ben l'eau, elle part dans toutes les directions et on n'a rien gagné.
Mais avec ce système de projection latérale, je peux vous dire que c'est assez spectaculaire de rouler sous une grosse averse. On a un geyser de chaque côté du pare-brise, ça en met plein les yeux. Dans les détails techniques, c'est toujours pas terminé. Ce projet, c'est l'occasion de renouveler un partenariat historique entre la marque aux losanges et la marque au bibendum, puisque chaque roulette de chaque essuie-glace Ride and Swipe est équipée d'un pneu Michelin, conçu spécialement pour ce tout nouveau projet. Et c'est d'ailleurs un revival assez historique chez Michelin, parce que c'est la première fois qu'ils construisent des mini-pneus depuis leur partenariat avorté avec Lego dans les années 80. Du côté du marketing sur ce projet, le nom, évidemment vous l'avez compris, c'est taillé sur mesure pour l'ère digitale dans laquelle on vit aujourd'hui. Ride and Swipe, c'est TikTok, c'est Instagram. Clairement Renault, ils veulent conquérir des parts de marché chez les jeunes. Je peux pas trop en dire, mais sachez qu'une campagne de communication légendaire est en préparation avec des influenceurs du devant de la scène. On parle des stars de YouTube et d'Instagram. Je vais pas en dire plus parce que je vais me faire taper sur les doigts, mais je me suis laissé dire par des gens en interne qu'il y avait une course de Formule 4 du côté du Mans qui se préparait avec comme principal sponsor Ride and Swipe. Allez, j'en dis pas plus, mais j'espère que c'est bon pour vous. Évidemment, je vous entends déjà d'ici à travers le post. Après cette chronique, vous ne voulez qu'une chose, tester ces essuie-glaces révolutionnaires. Alors j'ai déjà une bonne nouvelle pour vous. Ils sont déjà disponibles sur les tout derniers modèles de la marque aux losanges, Capture et Kangoo. Et entre nous, vous connaissez mon amour du Kangoo, ça a toujours été ma voiture préférée. Alors, qu'est-ce que j'étais ravi quand j'ai appris que le tout nouveau modèle qui vient de sortir, et que je vais m'acheter dans le mois, je vais pas attendre, il sera déjà équipé des Ride and Swipe. Voilà, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que Renault compte tout simplement inonder le marché de la pièce auto avec les Ride and Swipe à partir de cet été, pour que tous les modèles de toutes les marques puissent installer des Ride and Swipe sur leur pare-brise. Mon petit conseil perso, parlez-en tout de suite à votre garagiste et positionnez-vous sur les Ride and Swipe, parce que je suis certain que du premier jour où ça sera mis sur le marché, ça va partir en quelques heures. Allez, j'espère que cette petite chronique vous a donné l'eau à la bouche. Moi, je vous retrouve très très bientôt sur Fume. En attendant, restez auto et restez mobile. Zioul et Léam, je vous rends l'antenne. C'était Marcel Piston. Ciao. Ah, sacré Marcel. Je sais pas toi, Zioul, mais moi, il m'a vraiment donné envie d'acheter les essuie-glaces. Hein. Laisse tomber, ce mec-là, il me vendrait n'importe quoi. C'est clair. Là là. Il est trop fort. Merci Marcel, tu nous as vraiment fait plaisir avec ta chronique et je pense que tu as fait plaisir aux auditeurs. Ah oui, ils vont encore nous redemander que tu viennes pendant des jours et des jours, ça c'est certain. Salut Marcel et bonne route. Et on enchaîne tout de suite, ma chère Zioul, avec le petit jeu de la semaine. Qu'est-ce que tu nous as encore préparé, Liam ? Alors, c'est un jeu très classique, un jeu très connu, où je l'ai fait un peu à ma sauce. Est-ce que tu connais Jeopardy ? Non, pas du tout. Alors Jeopardy, c'est un jeu un peu à l'ancienne, hein, je vais pas te mentir, ça fait quelques années que ça n'existe plus. Un jeu télé où les candidats doivent trouver une question qui correspond à une réponse qu'on leur donne. Donc c'est un petit peu un question-réponse, mais inversé. Et donc là, je vais tout simplement te dire une réponse, et tu vas devoir me dire la question qui correspond à cette réponse. Est-ce que c'est clair ? C'est clair pour l'instant. Tu vas comprendre très vite. Alors, on peut commencer tout de suite avec une réponse. On peut en trouver dans les mares et les rivières, mais ces petits batraciens sont surtout à leur place dans nos assiettes et très appréciés pour leurs cuisses, dégustés grillés en persillade. Alors, à ton avis, Zioul, quelle est la question ? Alors, j'ai une petite piste. Oui, t'as compris de quoi on parle. Ça me met l'eau à la bouche, bien déjà. Bien sûr, évidemment. Moi aussi, je te cache pas que j'ai un peu faim. Je pense que je sais ce qu'on va manger ce soir. Je dirais comment on emploie les grenouilles, quelque chose comme ça. T'es pas loin, t'es sur la bonne piste. Quelle est la principale utilisation des grenouilles ? Alors, je te redis les éléments clés. Ouais. On peut en trouver dans les mares et les rivières. Ouais. Où peut-on trouver les grenouilles ? Voilà, exactement, bien joué. Super, sublime. Bien sûr. Ok, j'ai compris le jeu maintenant. Très forte, voilà. Donc, effectivement, faut s'habituer un petit peu au concept du jeu, il faut bien choper toutes les infos pour trouver la question qui correspond. C'est un peu mindfuck, comme dirait la Gen Z. Tout à fait, mais ça retourne littéralement le cerveau. Alors, je passe à une autre réponse. Mm-hmm. C'est le célèbre braqueur et cambrioleur Jacques Mérine qui a commis ce larcin dans sa jeunesse. Alors qu'il passait devant la devanture d'un primeur, il a profité d'un instant d'inattention du commerçant pour lui dérober un de ses précieux agrumes gorgés de soleil. C'est qui a volé l'orange du marchand. Bien joué, Très très forte. T'es très très forte à ce jeu. Ouais, merci. Bon, on enchaîne directement. Le président actuel de l'Union des droites pour la République, un grand républicain mu par le projet grandiose de réformer la France,
héros de la lutte contre l'immigration, grand amoureux de la chasse et de la nature, orateur de talent à l'accent chantant et nasillard, sexe symbole au crâne luisant et futur coqueluche des livres d'histoire. Est-ce que tu as la question ? Alors oui, la question, je sais pas comment la formuler. T'as compris de qui on parle, je pense. Oui. Je pense qu'on partage un petit peu le... On est un peu des fans toutes les deux. Ouais. Donc la réponse quel commence... Quel est le rôle, du coup ? Un peu quelque chose comme ça ? Oui, alors... Quelle est la fonction d'Éric Ciotti ? C'est à peu près ça. C'était tout simplement qui est Éric Ciotti. Qui est Éric Ciotti ? Voilà. On lui fait un petit coucou. On a été ravis de le recevoir il y a quelques semaines dans Fume. Qui est Éric Ciotti ? Tu l'as pas mis par hasard, la question. C'est-à-dire ? C'est le titre de la biographie d'Éric Ciotti qui va sortir, je pense, le 15 avril prochain par Anton Mirbeau. Attention, je sais pas si on a le droit de révéler ce que tu es en train de dire là. C'est vrai que on a eu le privilège de discuter avec quelqu'un de chez Fayard qui nous a un peu dit des petits secrets. D'ailleurs, Anton, si tu nous entends, on te salue. Hein. Oui, et t'es le bienvenu quand tu veux. Dans Fume. Dans Fume, bien sûr. Bon, au cas où, je vérifierai quand même avec Vincent de chez Fayard si on peut diffuser tout ce qu'on vient de dire. Mais il me semble que c'est OK. Ok, d'accord. Bon, super. C'est vrai, en tout cas, moi, j'ai très hâte de ce bouquin. Je pense que ça va mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Ça raconte des assez jolies choses, en tout cas. Ouais. Et on va avoir le privilège de l'avoir en avant-première, d'ailleurs. Oui, ça, c'est le... Comment dire ? Les perks, les privilèges qui viennent avec le fait d'avoir une émission à succès. C'est vrai. On reçoit beaucoup de choses gratuitement. On ne peut que remercier énormément notre audience qui nous permet d'atteindre ce genre de choses, quoi. De privilèges. Alors, prochaine réponse. Une salissure visuelle, un déchet mural, une pollution pseudo-artistique qui peut coûter à son auteur jusqu'à 15 000 € d'amende et des travaux d'intérêt général. Et j'ajouterais que, pour moi, c'est encore pas assez. Est-ce que tu as trouvé la question ? Oui. Alors, c'est quoi les affiches de la LFI ? Oh, alors ça aurait pu marcher aussi. Attention, tu m'emmènes sur un terrain, tu sais que là je peux en parler pendant des heures. Non, je rigole. C'est quoi le street art, j'imagine ? Alors, bon, déjà, le mot que t'emploies, je trouve comme un petit peu... la Gen Z. Oui, voilà. Bon, la question était, qu'est-ce qu'un graffiti ? Bien sûr que tu l'auras compris. Bon, le mot street art, j'ai un peu de mal, je te cache pas que ça me hérisse un peu le poil. Oui, non, mais tu sais que moi, j'aime bien me réapproprier les mots. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que t'as cette démarche-là. Oui, je comprends. Je pense que c'est une démarche noble, juste... Ouais, c'est-à-dire que c'est des pollueurs, quoi. Moi, je dirais que c'est du street plus loin tarte, parce que c'est pas de la tarte, le street art. Je suis assez d'accord avec les mots que t'emploies. Ouais. Vous savez d'ailleurs que nous, c'est un combat dans lequel on est très engagé pour retrouver... Un des nombreux combats dans lesquels on est très Bien sûr, de toute façon, on est une émission engagée. Mais oui, nous, c'est un combat auquel on tient, le fait de retrouver la propreté de nos murs. D'ailleurs, ça me fait penser. Ah oui, tu fais bien de le dire. N'hésitez pas à signer la pétition. C'est sur quel site déjà ? Vendezvotrevoiture.com. Ah oui, merci, bien joué. N'hésitez pas à signer la pétition qui tourne en ce moment pour tout simplement interpeller... Contre la peinture dans la rue, quoi. Ouais, exactement. Alors, prochaine réponse ? Oui, alors. Ah, ça y est, je l'aime bien ton jeu. C'est vrai, ça te plaît ? Ouais, ça me plaît. Mais ça me plaît toujours, de toute façon. Alors, une étude sociologique de l'université de Stanford, portant sur les couples de tous âges, a prouvé que les couples tendent à reproduire les schémas de relations qu'ils voient représentés dans leur entourage ou dans le paysage médiatique. Ainsi, au sein d'un espace social homogène, toutes les personnes amoureuses et en couple ont tendance à se comporter de la même manière et à se ressembler. Oula. Elle est un peu technique celle-là, je te cache pas. Oula. Est-ce que tu arriverais à retrouver la question dont c'est la réponse ? Alors... je sais pas, c'est lié homme-femme. On est sur l'amour, on est sur le couple. Ok. Je te redis les éléments clés. Ouais, vas-y. Les personnes amoureuses et en couple ont tendance à se comporter de la même manière et à se ressembler. C'est quoi ce qui se ressemble s'assemble ? Non. Ah. Mais tu commences à arriver sur la même... Vénus et Mars. Ça aurait pu, mais on n'est pas exactement là-dedans.
Bah, je veux une phrase un peu précise. Je trouve pas, là. Je te dis la question ? Vas-y, dis-moi. C'était « Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ?» Ah oui, bien sûr. Voilà. Mais je comprends. Ça paraissait évident. Ouais, bah oui, voilà. Prochaine réponse ? Ouais. Un plasticien de génie qui a révolutionné le monde de l'art contemporain en questionnant toutes les idées préconçues de beauté et de technique. Le pape du kitsch. Et je veux bien le dire, mon artiste préféré, puisque j'ai un de ses Balloon Dogs miniatures dans mon salon. Qui est Jeff Koons ? Oui, tout à fait. Je le dis au passage, merci à mon conseiller en art contemporain, parce que c'est les 70 000 € les mieux dépensés de ma vie. C'est vrai qu'il est super. Ouais. Là, je l'ai sous les yeux. Il est beau, hein. Et t'as vu les reflets que ça crée, ce jeu avec la lumière sur la surface. Je suis totalement fan, de toute façon, les gens le savent. Ouais. En témoigne ton chapeau. Ah bah oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que... Ta marque de fabrique. C'est un petit peu mon look signature maintenant. Le béret Balloon Dog. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un achat plus tardif. Mais c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait que je m'investisse vraiment dans ma passion, quoi. Donc j'ai envie de le montrer. J'ai envie de montrer mon amour de Jeff Koons à tout moment où je sors. Alors, on continue. Prochaine réponse. Parce que cette idéologie, venue tout droit du wokisme anglo-saxon, vise à terme à interdire l'abattage d'animaux, laissant proliférer les poulets, vaches et cochons, au détriment de l'espèce humaine qui sera condamnée à s'éteindre à petit feu à cause des carences engendrées. Est-ce que tu saurais retrouver la question ? Attends, tu peux me redire ? Oui. Parce que cette idéologie, venue tout droit du wokisme anglo-saxon... Qu'est-ce que le végétalisme ? Alors, tu vois, on est dans la bonne zone. D'accord. Écoute bien la formulation de la réponse. Mmh. Parce que cette idéologie vise à terme... Pourquoi le végétalisme est un danger pour la République ? Exactement. Pourquoi le véganisme est-il dangereux ? C'est un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois dans Fume. Oui. Je me disais que ça serait rigolo d'y faire un petit callback. C'est vrai. Alors, c'est déjà la dernière réponse. Ah. Dernière réponse de ce super jeu. J'espère que ça te plaît toujours. Ça me plaît parfaitement. On peut garnir ce café espresso en capsule de sucre ou d'un nuage de lait. On peut l'accompagner avec un croissant frais, un sandwich sur le pouce, un bol de porridge, ou avec une cigarette, un mariage connu et réputé pour ses effets laxatifs. Quelle est la question ? Qu'est-ce que le café ? Que manger avec le café ? Que faire avec le café ? C'est ça. Avec quoi accompagner le café ? Mais formulé autrement et en anglais. Bah là, tu me poses une colle. Ah ouais ? Tu vois pas du tout où je veux en venir ? Et imagine quand je te dis ça, imagine que je pose la question et que je suis un acteur états-unien. Expresso, what else ? Nespresso, what else ? Ah, pas mal. N'est-ce pas ? D'ailleurs, à ce sujet, on revient dessus, mais le café clope, très bon mix, comme tu le disais dans ton jeu. Particulièrement agréable et encourageant à faire dans ce mois avec tabac. Tout à fait, et très recommandé par l'UFM. Et par les professionnels de santé de l'UFM d'ailleurs. Bien sûr, évidemment. À ce sujet, on a encore un petit spot à vous partager là-dessus. Et on se retrouve juste après la pub. En avril, participez au mois avec tabac. Pour vous inscrire, c'est simple. Téléchargez l'application Moi avec tabac et rejoignez une communauté de passionnés. 5 paquets par jour, ils ont réussi. Pourquoi pas vous ? Renseignez vos objectifs et suivez votre consommation quotidienne. Des professionnels du tabac sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous aider à fumer encore plus. Avant, je ne fumais qu'une cigarette de temps en temps, en soirée. Mais grâce à la communauté, je suis passé à plus de 7 paquets par jour. Merci, Moi avec tabac. Qu'attendez-vous pour les rejoindre ? Moi avec tabac, par l'UFM, Union des fumeurs militants. Avec la cigarette, c'est tous les jours la fête. Et on remercie une nouvelle fois l'UFM pour soutenir cet épisode. On est ravis de faire un partenariat avec eux. Et maintenant, on va écouter ensemble un petit reportage signé, vous le connaissez, Jonathan Grille-Pain, qui va nous parler d'un artisan hors du commun. Jean-Sébastien Truitt est un pêcheur aux méthodes hors normes, autant adulé que rejeté dans sa profession. Portrait d'un homme au travail hors du commun. Bon, écoutez, moi ça fait déjà 30 ans que je suis dans la profession. Mon grand-père et mon père faisaient déjà ça avant moi. Et évidemment, je transmets et je lègue tout mon savoir à mon fiston, en étant fier de me dire qu'un jour, il prendra la relève quand moi je pourrai plus le faire, quoi. C'est avant tout une histoire de famille. Mêlant tradition et modernité,
Cet artiste du poisson fumé use d'un procédé pas banal, qui lui permet de saler la rivière et de fumer directement le poisson dans l'eau. Alors nous, c'est très simple dans notre élevage. On utilise 3 procédés principaux pour venir imprégner la saveur dans la chair même du poisson. On a tout d'abord la salaison. On travaille, comme vous le savez, sur un cours d'eau, une rivière, de montagne. Et de manière hebdomadaire, on vient verser environ 14 tonnes, ça peut varier selon la saison, de sel à même la rivière. Et ça vient directement assaisonner le poisson de l'intérieur. On a ensuite le fumage à froid, qu'on peut appeler aussi fumaison. Là, c'est très très simple. On vient exposer les jeunes poissons, donc c'est les individus âgés de moins de 2 ans, à une fumée qui est faite par combustion très lente, tout en douceur, de sueur de hêtre ou de chêne. Ça peut être aussi du bouleau. La fumée, elle a une température d'environ 30 degrés. C'est l'étape la plus technique, évidemment, parce que la sueur, vu qu'on travaille à même la rivière, elle a tendance à prendre un peu l'humidité. Et la 3e étape, la plus importante, pour le goût final du produit, c'est le fumage à chaud. Alors là, on est sur les individus adolescents, à partir de 2 années de vie. Pour les maquereaux, ça peut être un peu plus élevé. On vient exposer les poissons encore vivants dans la rivière à une fumée bien plus chaude, environ 80 degrés Celsius. Ce qui vient non seulement fumer, mais cuire la chair du poisson alors qu'il est encore vivant. Une fois qu'on a fait tout ça, l'avantage de notre technique à nous, c'est qu'en plus d'avoir un goût extrêmement fort, eh bien, ce goût il est déjà présent dès qu'on pêche le poisson. Du coup, il n'y a plus qu'à le découper et il n'y a plus aucun travail de transformation à faire. Le produit, il est brut. Une technique efficace, mais controversée, qui fait grincer des dents certains confrères et plusieurs associations écologistes. Alors oui, on est au courant, on sait que ça fait jaser chez les collègues, parce que pendant que eux, ils font leur petit marché dans je sais pas quel village, nous on ouvre notre clientèle à l'étranger, on travaille avec des restaurateurs prestigieux. Forcément, ça crée de la jalousie chez certains, suivez mon regard. Et puis oui, il y a quelques associations qui sont venues gueuler, qui font des tribunes dans la presse, soi-disant que la salaison, ça détruit la faune et la flore, que la fumaison, ça tuerait des espèces endémiques, soi-disant que ça libérerait des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'atmosphère, notamment le benzopyrène. Ben moi, tout ce que j'ai à leur répondre, c'est que mon produit, il est bon, les clients qui ont du goût, ils le savent, c'est avant tout un mets d'exception. Moi, je fais mon petit truc dans mon coin, alors qu'on arrête de venir m'emmerder. Un mets d'exception qui fait parler de lui pour un éleveur au caractère bien trempé. Jean-Sébastien Truitt ne fait que commencer son ascension sur le marché du poisson fumé et suscite déjà l'intérêt des fins gourmets aux 4 coins du monde. Merci Jonathan pour ce super reportage, ça donne envie de rencontrer le personnage qui a l'air d'être Jean-Sébastien Truitt. Oui, et perso je connaissais pas du tout, et franchement, c'est ça que j'adore avec Fume, c'est qu'on découvre tout le temps des choses, quoi. Franchement, merci à toute notre équipe, à chaque fois on ouvre nos horizons. Et ça m'a vraiment donné, encore une fois, l'eau à la bouche. C'est le moment de la petite séquence de fin de Fume, comme chaque semaine. Zioul, est-ce que tu as préparé des petites questions ? J'ai des petites questions pour toi. Super. J'ai envie de discuter avec toi. Parce Mais que pareil. C'est mes discussions préférées, en fait. Tu connais maintenant. Bien sûr. Et on sait que parmi la communauté de Fume, il y en a qui n'écoutent pas et il y en a qui sont très fans de cette partie. C'est selon si vous aimez un peu le côté talk, le côté où on va un peu plus dans l'intimité entre nous. Voilà, qu'on fasse du deep talk, comme Bien dit sûr. Gen Z. Alors, tu veux que je commence par, Mais je t'en prie. par une petite question ? Moi, j'ai envie de rester dans la philosophie de ce mois avec tabac qui me touche beaucoup. D'accord, très bien. Et j'avais envie de te demander comment tu as commencé à fumer, toi, Liam. Ouais, bah, ça me touche beaucoup que tu me parles de ça, parce que c'est, à vrai dire, c'est une très très belle histoire. C'était à Dubaï. J'étais avec quelques amis en voyage. C'était mi-business, mi-vacances, tu vois, ce genre de voyage où on a des trucs à faire, on a des rencontres, on a des rendez-vous. Et en même temps, on prend toujours le temps sur 1 ou 2 journées de se balader, de chill, d'être en totale détente. Donc Okay. je vais avoir 17 ans. C'était au moment où je lançais mon tout premier business, en fait. Et du coup, avec 2 amis, c'était une de nos journées full repos. Personne n'avait rien de prévu. On avait calé cette journée spécialement pour se balader dans Dubaï, découvrir un petit peu. Et à un moment, alors qu'on était posé dans le lobby de l'hôtel, mon ami Sébastien, il sort son paquet Mhm. et il me dit « Léam, ça fait 3 jours qu'on est là, 3 jours qu'on fait du networking, 3 jours qu'on bosse à fond nos KPI. Ouais. Est-ce que tu veux te détendre ?» Et il me tend une cigarette. Il te laisse le choix, quoi. C'est à toi de décider. Bien sûr. De toute façon, c'est toujours ça avec Sébastien.
Ah oui. C'est un moteur, mais où tu te sens jamais obligé d'aller à la même vitesse que lui. Je précise juste, peut-être les gens ils ont pas fait le lien, mais Sébastien Spiro, c'est celui qui fait c'est le Seb qui fait les chroniques crypto ici, du coup. Crypto-monnaie, oui, bien sûr. Vous connaissez bien. De toute façon, son surnom, le roi du Bitcoin, il l'a gagné à la sueur de son front. C'est vraiment un expert du domaine. Il était dedans dès le début. Et sa crypto-philo, son podcast, ça marche super bien, quoi. Ah oui. Non, je suis très très fier de son succès. Ouais, c'est super. Et c'est comme ça que, au milieu de la plus belle ville du monde, j'ai aspiré ma première bouffée de cigarette. Et je m'attendais, parce que tu sais, on entend des histoires, on entend toujours des gens qui disent « Moi, ma première cigarette, j'ai détesté, ça m'a fait tousser direct, etc. Ouais. » Je m'attendais vraiment à ne même pas tenir 2 tafs. Ouais. Et en fait, arrivé à la fin de la cigarette, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer de bonheur grâce au tabac. Ah ouais. Et là, je me suis dit, je viens de vivre un truc qui est absolument dingue. J'ai jamais été aussi bouleversé de ma vie, en fait. Voilà, donc tu vois, je suis encore un peu ému en le racontant. C'était vraiment un moment très intense pour moi. Et à partir de là, je pouvais plus m'en passer, évidemment. Ouais, bien sûr. C'était un tel bonheur. Parce que c'est ça, la cigarette, en fait. C'est ça qui est sublime avec ça. Mais c'est le partage, quoi. C'est le partage. C'est juste le partage et la découverte, l'apprentissage, en fait. Ouais. Puis Sébastien, c'est un secret pour personne. Ça, tu l'as toujours un peu considéré comme ton mentor. Ah, mais bien sûr. C'est lui qui m'a amené dans tout ça, dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, je te fais fumer pour que tu fasses fumer les autres après. Exactement. Et c'est une sorte de lien sans fin, de communion, de partage. Mais tu vois, on en parle là, j'ai envie qu'on aille fumer une clope, en fait. Ouais. C'est un tel bonheur. Juste, en fait, ça existe depuis toujours, quoi. C'est ce qu'on appelle le calumet de la paix. Mais évidemment. C'est le calumet de la transmission. Mais oui, c'est ça. Bon, juste, j'en profite. Après, on arrête d'en parler, bien sûr, mais je fais un dernier coup de gueule. Mais l'interdiction de la cigarette dans les espaces publics. Alors ça... C'est... Me lance pas dessus. Non, je lance pas. On est vers la fin. Mais t'as raison d'en parler, c'est important. Juste, je le mentionne, c'est le début d'une société malade. D'une société malade qui ne veut plus de partage. Exactement. Et qui ne veut plus de transmission de maître à élève. On détruit le lien social. On détruit exactement la transmission de génération en génération. On empêche Tu sais, maintenant, c'est en non-mixité, quoi. Fumeur, pas fumeur. C'est fumeur, exactement non ça. C'est une société de la ségrégation, la catégories. séparation. Ah, c'est exactement ça. Mais ça me met tellement en colère. Et le panneau interdit de fumer, tu sais quoi ? Je l'emmerde. Voilà. Je l'emmerde. Bon, on va parler de trucs un peu plus joyeux. Allez, j'ai une question un petit peu plus... En plus, je sais que c'est un milieu que tu pratiques beaucoup, que c'est quelque chose que tu connais bien. Dis-moi. Quelle est pour toi aujourd'hui, en 2025, la meilleure option sur le marché du poil à granulés? Tu me testes, toi. Hein. T'aimes bien ça. J'ai envie de gratter, en fait, tu vois. Moi, c'est pour ça aussi cette séquence. Moi, j'ai envie d'aller sous la surface de Zioul et d'aller au plus profond de toi-même. En fait, moi, j'en suis à un stade où on me pose cette question à peu près 5-6 fois par jour, je dirais. On m'envoie des DM. T'es un peu l'expert du milieu. Et je crois que je m'en lasse. Enfin, je dirais pas que je m'en lasse, mais je dirais qu'il faudrait que je... Comment dire ? En fait, les gens n'ont toujours pas compris qu'ils n'ont pas besoin d'un guide, qu'ils ont besoin... Je vois où tu vas. Qu'ils ont besoin d'un ami et pas d'un guide. Et moi, je veux bien être ami sur le poil à granulés, comme je peux être ami sur le Bitcoin, comme je peux être ami sur le parfum. C'est mon... Ton business le plus récent, mais je peux pas être un guide. Et en fait, j'ai appris des années durant quel poil à granulés était le mieux, quel poil à granulés était pour moi. Bien sûr. Ce dont j'avais besoin. Mais t'as eu ton propre parcours. Exactement. Tu t'es trouvé, en fait. Voilà. En trouvant ton poil à granulés. J'avais rien. Mais je suis née aucun poil à granulés. Mais bien sûr. Mais toi, t'es tellement parti de rien.
Tu m'as raconté de toute façon. Et en fait, ce que les gens ils comprennent pas, c'est que on peut donner des conseils, mais je vais pas te donner la réponse en fait. La réponse, c'est à toi de la trouver. Ça se trouve, c'est pas la même que la mienne en fait. La réponse, elle est en toi. Ouais. Faut aller la chercher au fond de toi-même. Ouais. Et il faut des fois faire. Attends, moi j'ai pas trouvé du jour au lendemain. Ah bah ça. J'ai eu des échecs, Bien sûr. J'ai eu des incendies. Tu m'as raconté ta deuxième entreprise quand t'avais 15 ans et demi. Ouais. Elle a fait banqueroute au bout de quoi, 6 semaines, 7 semaines. Ouais, 6 semaines. Partie en fumée. Et voilà. J'ai repris les cendres dans mes mains. Et regarde où t'en es aujourd'hui. Ouais. Je veux dire, ton parcours, il est tellement inspirant. Donc, en fait, je suis content que tu me poses la question. Parce que peut-être que ça va aider les gens à arrêter de me la poser et à se la poser à eux-mêmes. Pourquoi vous me posez la question si vous vous êtes pas posé la question à vous en premier lieu, en fait? C'est ça ma réponse, tu vois. C'est beau. Je trouve que voilà. C'est la plus belle réponse que tu pouvais donner à cette question. Merci de me l'avoir posée. Mais je t'en prie, et je te l'ai pas posée par hasard. Tu te doutes bien que je vois à quel point t'es sollicité sur ce sujet. Ouais. Et je sentais ça en toi. Elle est intense la discussion aujourd'hui. Ah oui, hein. On va dans des sujets très profonds pour nous. Moi j'ai une question. T'as réalisé quand que t'étais plus un gros bébé qu'Adam, toi? Oh waouh. Et là encore, tu me transportes dans des souvenirs intenses. Ouais. Je pense que la première fois, parce que c'est jamais quelque chose qui vient en un éclair. Moi, je trouve que c'est une réalisation qui prend du temps ou qui peut même revenir épisodiquement. Et j'ai un souvenir très précis. La toute première fois, je devais avoir 5 ans et demi. J'étais dans la cour d'école en maternelle avec mes camarades. Et on jouait aux billes. Ok. Et là, il y a un garçon de ma classe, je me souviens plus de son nom, c'est des gens que j'ai un peu oubliés. Ouais, des moutons un peu. Un garçon de ma classe qui joue contre moi et je le bats aux billes. Ok. Je le bats dans un duel parce que j'avais aussi mis... Enfin, c'était pas pour rien, j'avais mis toutes les chances de mon côté. Un duel, vous étiez 2 donc. On était 2. Ok. J'avais sorti mon plus gros calot pépite. J'avais sorti quelques billes fleurs soigneusement disposées. Et je gagne le duel. Et lui, il rigole. Et il me fait un check. Et il me donne les billes que j'ai gagnées. Parce que c'était comme ça. Oui, les duels de billes en maternelle. Tu perds, tu donnes tes billes à l'adversaire. Et il me les donne en riant et en souriant. Et il me dit, vas-y, on en refait une. Il me le dit comme ça, tu vois, sur ce ton. On en refait une. Et c'est là que moi, j'ai compris que j'avais changé au fond de moi. Ouais. Et que j'étais plus un petit enfant qui gambade. Ouais. Et j'ai compris que la violence et le feu de la vie m'habitaient à ce moment-là. Et vous en avez refait une? Eh ben non. Parce qu'en fait, moi j'ai eu cette réalisation à ce moment-là de me dire, mais moi à sa place, je ne serais pas en train de rire. Ouais. Je serais en train de penser au prochain combat. Ouais. En me demandant comment je vais gagner 2 fois plus que ce que je viens de perdre. Et comment je vais conquérir la cour de récréation et comment je vais gagner toutes les billes de toute la cour. Moi, j'étais déjà 3 steps ahead. Bien sûr. Comme on dit. Ouais. Et donc, bien sûr que non, je ne voulais pas rejouer ce match. Je l'avais déjà anéanti. Ouais. Parce que comment on fait dans ces moments-là? Si t'as plus de billes pour jouer mais que tu veux continuer à jouer, tu trouves quelqu'un qui te prête une bille. Mais moi, j'étais pas du tout dans cet esprit-là. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche, le monde. Et moi, j'étais incapable de rejouer une partie tout de suite. Parce que je me suis rendu compte que j'étais devenu une adulte. Et me rendre compte de ça, c'était tellement intense. Ouais. Et à la fin de cette partie de billes, j'ai sorti un truc sur ma joue. Et je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer à la suite d'un match de billes. Et là, je me suis dit, mais je viens de vivre un truc qui est absolument dingue. Ouais. J'ai jamais été aussi bouleversé dans la cour de récréation. Ouais. T'as compris, quoi. Bien sûr. Welcome. Et c'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de fierté, mais avant tout des larmes de responsabilité. Des larmes d'adulte, en fait. Exactement. Ouais. Ouais, c'est fort. Donc je pense que ça, c'est le moment le plus fort. Après, il y a eu
forcément d'autres moments où j'ai réalisé que j'étais en avance sur les autres enfants de mon âge, Ouais, ça. qui eux étaient, évidemment, Des enfants. c'est ça. Des enfants. J'ai une autre question pour toi, Azul. Ouais. T'as déjà fait un poirier, big time? C'est tricky, ça. Hmm. En fait, il y a 2 questions dans ta question. Est-ce que j'ai déjà fait un poirier? Mhm. J'ai déjà eu la tête à l'envers. Ah, ça, Ah, mais de bien des manières. les gens le savent. Je pense que pendant une grande partie de ma vie, je m'en rendais pas compte. Mais j'avais la tête à l'envers. Hmm. Bien sûr. Déjà parce que je marchais sur les mains. Tu nous en avais parlé, ça? Ouais. Les gens s'en souviennent peut-être. Jusqu'à 19 ans. Mhm. Je marchais sur les mains, j'avais les pieds en l'air. Mm. Les pieds en l'air. Mais intérieurement, j'ai toujours eu la tête à l'endroit. Hmm. Et ça, je le sais. Les seuls moments où je l'ai eu à l'envers, métaphoriquement, c'est quand j'ai continué vers une route en voulant pas voir les panneaux de signalisation, si tu veux, qui me disaient stop. Bien sûr. Là, j'avais plus que la tête à l'envers, toute la carrosserie, tu vois. Ouais. Sinon, même quand j'étais enfant et qu'on me disait « mais mets-toi sur les pieds », je disais « mais non, vous êtes des moutons ». Ouais. Ma tête est à l'endroit. Mmh. Et la plupart des gens, ils Bien ont sûr. les pieds sur le sol. Mais en réalité, ils sont dans les airs. Oui, mais évidemment. C'est leurs mains à l'intérieur qui sont par terre, quoi. Exactement. Le cerveau, il est pas droit. À cause de ce genre de gens, mais on marche sur la tête. Ben c'est ça. Mais littéralement. Et qu'est-ce que ça peut vous faire si moi au bout d'un moment, j'ai voulu un peu me conformer, tu vois, parce que bon, T'es obligé au bout d'un moment. ça dérangeait les collaborateurs, ça Bien sûr. dérangeait dans mes histoires personnelles, peut-être il y a eu des personnes avec qui j'ai eu des relations, voilà. Bon, j'ai pas envie de parler de ma vie intime, bien sûr, mais ça pouvait déranger. Je me suis dit, bon, Oui, je vais faire un effort pour En vous. fait, je pense que c'est toujours handicapant d'être en décalage Voilà. par rapport au monde, même si t'es Mais- en avance sur ton temps. C'est pas moi que ça handicape en réalité, c'est les autres. Ça vous dérange, vous, en fait. Bien sûr. Et en Bien fait, sûr. à quel moment ça vous pose problème que je marche sur les mains si ma tête est à l'endroit, en fait? Tout est à l'endroit en moi. Et vous marchez, vous avez des chaussures. Vous avez des chaussures déjà? C'est ce genre de gens qui refusent. Ils sont tellement incapables de changer qu'ils refusent la différence. Et ils refusent l'innovation. Ils savent pas faire leurs lacets. En vrai, je dis tellement métaphoriquement. vrai. Métaphoriquement, ils savent pas faire leurs lacets. Tu connais Franklin la tortue? Oui, le dessin animé. Franklin, il sait faire ses lacets. Hmm. Tu dirais que c'était un rôle modèle pour toi dans ton enfance, Franklin? Je sais pas si j'ai déjà eu un rôle modèle. Déjà. Hmm. C'est vrai que toi, tu t'es construit tout seul. En fait, c'est fort de mettre des mots sur un autre être humain, même si c'est une tortue. Je dirais que Franklin... Mais tu vois, encore une fois, moi, je crois pas au guide suprême. Je dirais que Franklin m'a encouragé, motivé, donné envie d'y arriver, ça, c'est sûr. Hmm. Et je pourrais jamais lui retirer ça. C'était plutôt un formateur. Ouais, moi, je suis plutôt dans cette conviction-là, en fait. Si ton guide, mais que ce soit dans ton enfance ou maintenant, si ton guide, c'est pas toi-même, bah mon gars, tu cours à la déroute, quoi. Bien sûr. Tu vas wake up, en fait. Wake up. Tellement raison. Donc voilà, mais faites-vous là, c'est les gars. Louder. Ouais. Bon, j'ai une dernière question. C'est quoi, si t'es à l'aise pour parler de ça, je sais qu'on n'en parle pas souvent, c'est quoi les 5 critères que tu mettrais dans une partenaire potentielle? Alors là, Ouais, en plus, tu sais que mon cœur est à prendre. depuis peu, Je préfère pas aller dans les détails. bien sûr. Parce Oui, que non, mais ça me remue beaucoup. Ouais. Mais les gens ont pu l'apprendre via les stories Instagram, via les réseaux sociaux. Ouais. C'est vrai que j'ai une histoire d'assez longue date qui vient de se terminer. Et du coup, on la nommera pas, mais Elphile s'occupait de l'Ukraine. voilà. C'est pour plein de bonnes raisons. Voilà, Ça me fait quand même évidemment beaucoup de mal. bien sûr.
Mais du coup, c'est vrai que je suis depuis tout récemment dans une démarche de renouveau, de recommencer quelque chose et de repartir de zéro. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux quelqu'un qui soit prête à repartir de zéro. Et quand je dis zéro, c'est pas par hasard. Genre de zéro. Enfin de... Je veux quelqu'un qui partage ma passion des yaourts à 0% de matière grasse. Oui. Parce qu'en fait, on peut pas cohabiter, on peut pas être sur la même longueur d'onde à partir du moment où on pense que c'est ok d'avoir de la matière grasse dans un yaourt. 0% de matière grasse, c'est juste la base pour un humain décent. Et il y en a qui mettent 0,1, enfin 0,1, enfin, tu vois. Alors ça, m'en parle même pas. Ouais. Il y a tellement de femmes qui se laissent complètement aller là-dessus. Sur les yaourts ? Mais bien sûr. Ouais. Je vais pas développer, mais évidemment que c'est lié à la montée de plein de mouvements idéologiques qui semblent instaurer dans le cerveau des femmes une sorte de je m'en foutisme. Ouais. Quelque chose de on lâche prise. On va vers la laitière, on va s'en vers fiche. bonne Mais maman. oui, tout à fait. La porte ouverte, quoi. Et même, évidemment, ça va jusqu'au yaourt de soja. Non mais, il y a une pente glissante. Donc ça pour moi, c'est une première étape. Mais on va dire c'est même c'est un standard de base. Oui, c'est un socle. Bien sûr. Moi j'appelle ça un socle. C'est comme le bac. Ouais. C'est nécessaire mais pas suffisant. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Ouais. Tu connais mon amour des baies, Ouais. des fruits rouges. C'est une passion que j'ai beaucoup exploitée, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Mon podcast que les gens ont peut-être écouté il y a quelques années, Ça bouge dans le fruit rouge. Si je veux pouvoir me mettre avec quelqu'un, il faut absolument que cette personne consomme minimum 3 yaourts à la fraise par semaine. Ah, par semaine, c'est grandement... C'est un minimum. Oui, c'est supportable, quoi. C'est un pas... minimum. Tu demandes pas la lune. C'est un minimum. On est d'accord là-dessus. Ouais. Okay. Évidemment que c'est... Mais c'est plus qu'atteignable. Ah, mais bien sûr, non, mais ça... Moi, j'en suis à 18 par jour. Ouais. Parce qu'en fait, pareil, on va pas pouvoir s'entendre, on va pas pouvoir développer quelque chose de profond, quelque chose de long terme, et c'est ça que je recherche. Bien sûr. Toi, les histoires d'un soir, ça t'intéresse C'est pas pour moi. Ça t'a jamais intéressé, en fait. Bien sûr que non. C'est pas pour moi. Je ne suis pas dans la philosophie de quelque chose qui va durer un soir. Moi, je suis dans le business. Un business, il doit être stable. Ouais. Il doit être construit sur la durée. Non, c'est vrai. Et il doit rapporter des bénéfices constamment pendant des années et des années pour construire une vie stable. C'est ça qui m'intéresse. 3 yaourts à la fraise minimum par semaine. Ouais. Que ce soit clair, qu'on se le dise. Ce qui m'amène à mon 3e critère. 3e critère très important, parce que là, je ne peux pas déroger là-dessus. Parce que tout simplement, ça, c'est un critère qui coupe les femmes, qui coupe l'ensemble des femmes en 2 catégories. Ouais. Les femmes respectables et les femmes de peu de valeur. Ouais, de basse valeur, quoi. Je vais pas m'abaisser à employer des termes vulgaires. Non, mais... Tout le monde aura très bien compris. Oui. Je ne pourrai jamais sortir avec une femme qui lèche l'opercule de son yaourt. Ça va de soi. Parce que, si jamais tu lèches ton opercule, mais qu'est-ce que tu vas lécher d'autre ? Je pense que seules les non-lécheuses ont le potentiel d'être des femmes de très haute valeur. Parce qu'en fait, ne pas lécher, c'est ouvrir son cerveau à un éventail de techniques possibles pour ne pas gâcher la quantité de yaourt qui peut rester sur l'opercule. C'est pas se fier au simple geste animal. Et évidemment, parce que lécher l'opercule, c'est quoi ? C'est un geste, c'est un instinct. C'est facile. C'est un automatisme. C'est si simple. Un réflexe. Comme tu dis, animal, c'est le cerveau reptilien qui parle. So easy. Alors que tu peux aller chercher le yaourt qui reste sur l'opercule de plein de manières différentes. Tu peux aller le gratter à la cuillère. Ouais. Tu peux placer précisément l'opercule sur le pot et le glisser à l'horizontale, parfaitement parallèle, pour racler avec le bord du yaourt. Il y a tout un éventail de techniques qui est disponible. Il y a plein de gens qui ont écrit des super, bien sûr, des super ouvrages là-dessus. C'est une littérature que j'ai beaucoup creusée. J'ai pas encore fait le tour du sujet parce que c'est vrai qu'il y a énormément à dire. Mais dans tous les cas, les lécheuses, très peu pour moi. Restez loin de moi, je vous en supplie. Ce qui m'amène... Remettez-vous en question. Ah mais évidemment. De toute façon, on le sait, Fume, c'est un podcast de remise en question. Ah oui. On a amené beaucoup de personnes qui témoignent, qui nous envoient des mails. Beaucoup de personnes à se remettre en question, à changer, à devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Si
Alors, j'en profite vite fait, hein, mais si vous êtes dans la première écoute de Fume, dans la deuxième, peu importe, peut-être que c'est la 6e, 70e écoute de Fume, peu importe, et que vous vous rendez compte que vous avez besoin de vous remettre en question, sachez qu'on vend des formations aussi. Tout à fait. Des formations pour ne plus être un mouton. Fume. Exactement. Pour être son propre guide, finalement. Enfin, il y a plein de formations Fume. Donc voilà, toutes nos formations sont disponibles sur fume.fr. Tout à fait. Ça m'amène à mon 4e point. Ouais. 4e critère. Pour trouver une femme qui m'ira comme un gant. Ouais. Ce 4e critère, là, avec les 3, on a écrémé. C'est le cas de le dire, puisqu'on a enlevé toute la matière grasse. Ouais. On est déjà dans une sous-catégorie de femmes qui, pour moi, sont respectables, sont de valeur, haute valeur, c'est pas encore automatique, mais là, disons que je peux déjà aller à un premier date pour voir comment ça se passe. Peuvent être responsables d'une lignée oui. respectable, si... Ah, mais bien sûr. En tout cas, dans un premier temps, on peut se dire ça, quoi. Voilà. Mon 4e critère, je veux écrémer encore plus pour trouver des femmes de très haute valeur. Ouais, bah, de toute façon. C'est évidemment... Pourquoi faire Je ça ? ne mérite pas moins. Pourquoi Je faire ? connais ma valeur. Pourquoi faire ? Je ne sortirai jamais, tu m'entends bien ? Ouais. Et que ces mots soient dits et répétés, Ouais. qu'on l'inscrive... je signe ces propos. Bien sûr. Et je persiste. Une femme qui achète autre chose que des paquets familiaux, pour ce qui est des yaourts. Donc quelqu'un qui achète des paquets de 4, de 6. Mais ce n'est pas pour moi. Restez loin. Elle n'est pas prête à fonder une famille. Bien sûr, vous n'êtes pas prête à vous engager sur le long terme. Vous n'êtes pas prête à travailler jour et nuit pour nourrir ses enfants, pendant que votre mari ramène l'argent et travaille dur. En fait, là, c'est... Je sais pas s'il y a des gens qui vont percuter avec ce que tu dis, mais c'est de l'évidence. Enfin, s'il y a des gens qui percutent maintenant, ça me paraît quand même des cas désespérés, quoi. Peut-être, mais tu sais que même dans certains milieux, même dans les gens qu'on peut fréquenter nous, il y a des personnes qui achètent des paquets de yaourts de 4 ou de 6, parce que c'est des gens qui brûlent la vie par les deux bouts, en fait. Qui pensent qu'à eux. Mais bien sûr. Aussi, on peut le dire. Exactement, c'est quelque chose d'égoïste. Pour moi, c'est un truc de non-fumeur, ça, tu vois. Exactement, un truc de... c'est tellement ça. Ne partagerai pas ce que je prends et je ne t'enseignerai pas ce que j'ai. Exactement. Donc, en termes de paquets de yaourt, on est sur du 8 grand minimum, mais 10, 12, jusqu'à 24. Ça existe, les paquets de 24. Je suis désolé, à partir du moment où des paquets de 24 existent, pourquoi prendre autre chose ? Non, c'est clair. Que ce soit clair et que ce soit dit. On en vient à mon tout dernier critère. Le plus important, j'imagine. Le plus important, parce que c'est ce qui va différencier une femme qui pourrait me plaire, avec qui je pourrais passer un petit bout de chemin, à la femme de ma vie. La femme de ta vie. Ton âme sœur. Mon âme sœur. Ouais. Qui portera mes enfants. Dans ses bras. Dans son ventre. Ouais, aussi. Je sais, et je le dis, la femme de ma vie sera une femme dont le parfum de yaourt préféré est pêche au sureau. 100 morceaux. Et ça, je suis désolé, pour moi, c'est un critère quasiment indépassable. Pour quelqu'un qui prétendrait à être ma compagne pour le reste de son existence et de la mienne. Fais attention là, parce que tu viens de révéler un critère important pour toi. Tu vas avoir dans tes DM des personnes qui, un peu intéressées par des raisons pas honnêtes, vont te dire mon parfum préféré, nanani nanana. Bien sûr, je sais à quoi je m'expose en disant ça. Mais je sais aussi détecter le vrai du faux, ah bah ça, c'est le mensonge de la vérité. C'est ta plus grande qualité. Et ne t'inquiète même pas que le jour où une femme qui prétend que son yaourt préféré c'est pêche sur eau 100 morceaux, le jour où cette femme en mange un devant moi, je saurai détecter si c'est la vérité. Bien sûr, parce qu'on peut pas mentir avec le pêche sur eau 100 morceaux. C'est un révélateur, c'est une sorte de sérum de vérité. Un détecteur de mensonges. Et c'est pour ça que c'est un yaourt que j'aime autant. Bah c'est l'honnêteté dans la relation en fait. Exactement. Le lien de confiance. C'est ça. Le pêche sur eau 100 morceaux, c'est la communication, c'est la fidélité, c'est la stabilité de la relation sur le long terme, c'est la famille, c'est des valeurs qui me tiennent énormément à cœur.
Ok, bah merci. Je crois que j'ai été clair Merci sur de ta mes réponse. critères. Mais merci à toi parce que tu me permets de parler d'un sujet qui est à la fois très important et très Un peu tabou. concret pour moi en ce moment. Ouais. C'est vrai que j'en ai jamais tant parlé, mais là je suis ravi que tu me permettes d'exposer un peu ça. Ça m'a fait plaisir. On peut en venir à la dernière question Mais avec plaisir. de cet épisode de Fume. Ouais. Clôturer ça en beauté. Est-ce que tu maîtrises l'exercice périlleux du barbecue? C'est marrant. C'est une facette de toi que les gens ne connaissent pas encore, il me semble. Je pense que en me voyant, ça paraît assez évident que en plus de maîtriser le barbecue, et c'est pas moi qui le dis, c'est pas à moi de le dire, C'est pas à toi de le dire. je le sublime. C'est-à-dire qu'on est à un stade, et c'est ça qui est important quand on veut maîtriser quelque chose, il faut pas s'arrêter là. Il y a plein de gens que j'entends, ils me disent « Ah, je sais, je maîtrise cet instrument de musique, je maîtrise, je ne sais pas moi, le chant, je maîtrise le dessin. » Mais je te Alors demande que pas... la personne a passé que 6000 heures. Voilà. Je te demande À pas de apprendre le le piano. maîtriser, en fait. Mais bien sûr. Je te demande de le sublimer. Je te demande d'y apporter de toi. Les gens, tu sais, ils font un dessin, ils s'entraînent, après, ils savent dessiner, ça y est. Non, Ça n'a aucun intérêt. tu dois pas devenir un dessinateur random. Tu dois devenir Léonard de Vinci, mon Tu pote. dois révolutionner ce qu'est le dessin Tu dois révolutionner. pour l'avenir de l'humanité. Exactement. Mais bien sûr, Et moi, quand on je le dira me... jamais assez. quand je me penche sur un sujet, je me dis pas je veux réussir. Bien sûr que si, je me dis je veux réussir. Mais je veux surpasser le sujet. Je veux sauter au-dessus du sujet et ne pas plus me poser de questions. Le barbecue, j'ai commencé quand j'avais 5 ans. Au début, c'était juste avec des trucs un peu cheap. Du charbon de random. bois, basique, Charbon de bois. de la merguez. Merguez, beaucoup merguez, bien Un sûr. peu bas de gamme, j'imagine, à l'époque. Un peu bas de gamme. Bah, tu sais, moi, je viens de Mais nulle bien sûr. part, donc évidemment que j'avais pas accès à... Mais déjà, à l'époque, avec de la merde, je faisais de l'or, tu vois. Waouh. Il y a des grands chefs, quand j'avais 5 ans. Je te raconte une histoire. En fait, j'ai fait ma première merguez et j'avais rien. Et je me suis dit, bah, je vais utiliser ce petit barbecue. En fait, c'était même pas un barbecue, c'était 3 planches de bois. C'était 3 planches de bois et un bout de carrosserie de voiture. En fait, Ouais, bien sûr. que je mettais mes merguez. Et on a tous commencé comme ça, de toute façon. Bien sûr. Et je me suis dit, je vais faire un petit stand de hot dog. Et en fait, ça a pris dans ma rue au début. Et là, c'est mon premier commerce, du coup. Ton tout premier business. Ouais, hot dingue. T'avais quel âge? 5 ans et demi. Waouh. Et en fait... Mais c'est tellement inspirant, ça, pour les gens. Ouais, Tu te rends pas compte du cadeau que tu fais non, mais c'est en racontant ça aux gens? C'est rien, Et en fait, je vends mes petits trucs, tu vois. Je me dis, bah, ça commence à prendre. Je commence à pouvoir... comme d'habitude, plus j'ai de l'argent, plus je peux offrir des choses mieux, plus je peux augmenter le prix, Bien sûr. Et voilà, ça commence à monter un petit peu, mais c'est modeste. Et en fait, ça a commencé à prendre un pouvoir... J'ai plus rien compris, quoi. Il y a les plus grands chefs... Au début, c'était les plus grands chefs de Suède qui sont intéressés, parce que moi, j'ai commencé à changer, j'ai fait des merguez, et après, je suis allée rapidement vers de la viande de meilleure qualité, vers les boulettes. Et il y a des chefs de Suède qui sont intéressés Bien sûr. à mes boulettes, quoi. Et j'aime pas le dire, mais c'est comme ça que j'ai créé les boulettes d'Ikea, en fait. C'est donc toi. Ouais. Après, ils en ont fait n'importe quoi. Hein. Ça. Je l'ai vendu pour une bouchée de pain à l'époque. Hein. Je l'ai vendu, ils m'ont dit, on veut ta recette, hop. Combien? Dis-nous le prix. Tu sais que j'aime pas faire ça. Non, mais on veut savoir. Je pense que c'est important pour les gens. Et tu peux le dire maintenant. J'avais 5 ans, j'avais aucune vision sur le business. Combien t'as vendu tes boulettes? 500 millions. Ah ouais. Tu leur as tellement fait un cadeau avec ça. Ouais. T'imagines? Et on voit ce qu'ils en font maintenant. Ouais. À l'époque, si j'avais eu un plan de business, mais bien sûr. Je peux te dire. Voilà. Donc j'ai... On va pas faire des plans sur la comète. C'était ton premier business. Ouais. On est tous passés par là. On a tous fait ce genre d'erreur. Bien sûr. D'avoir une idée de génie et de la donner comme ça, comme de la confiture au cochon. Mais
je m'adresse aux parents. Faites attention au business de vos enfants. Bien sûr. Et ça je sais que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet sensible. D'ailleurs, avec l'association Entrepreneurs Jeunesse, on milite vachement et on fait beaucoup de discours là-dessus. Faites attention à l'entreprise de vos enfants parce qu'ils ont juste pas encore la conscience pour bien négocier et il y en a plein qui en profitent et c'est malheureux en fait parce que ça peut mener vers des gens découragés, démoralisés, qui ont plus envie de rien. Et un sentiment d'injustice. Voilà. Parce que comme toi là par exemple, c'est Ikea. Ouais. Donc c'est-à-dire une immense société multinationale qui en plus, de toute façon comme beaucoup de grandes inventions, dès qu'un produit devient commercialisé à très très large échelle, malheureusement, ça arrive beaucoup trop souvent, que sa qualité soit un peu dégradée. Et j'imagine même pas le sentiment d'injustice quand tu t'es rendu compte du pognon qui s'était fait sur ton dos d'enfant. Ouais, sur mon dos déjà fatigué d'enfant. Bah oui, ça m'a dégoûtée et j'ai pas arrêté. Après, j'ai continué le barbecue, j'ai voyagé. Tu sais, il y a eu l'émission Barbecool. Non mais voilà, donc en fait, tout ça pour dire, j'ai un peu digressé, je m'excuse, j'aime pas trop parler de moi habituellement comme ça, mais tout ça pour dire quand on veut faire quelque chose, on le maîtrise pas, on le sublime. Et ça, c'est vraiment la leçon à retenir, je pense. Est-ce que tu me permets de raconter Oui, bien sûr. une petite histoire ? Bien sûr, vas-y. Parce que la dernière fois, c'était il y a quoi ? Allez, c'était il y a 3-4 ans. On se connaissait pas encore si bien que ça. On se découvrait. On commençait à se fréquenter. Voilà. Et tu m'invites un jour à une journée barbecue chez toi. Ouais. Moi, je savais pas. Moi, je ne savais pas dans quoi je mettais les pieds. Je me dis, ok, j'y vais, bien sûr. Ça va être une belle journée. On va passer un bon moment au soleil, on va manger, on va rigoler. Je vais sûrement rencontrer des gens inspirants à ce barbecue. Tout ça est arrivé. Mais mon souvenir le plus fort de cette journée-là, c'est quand tu m'as tendu un morceau de baguette. Ouais. Rempli avec des petits morceaux de côte de bœuf que tu avais tranchés en lanière, juste saisis, parfaitement cuites au barbecue, encore saignante. Le pain qui s'imbibe du jus de la viande. Bien sûr. Parfaitement assaisonné. Tu me tends ça et moi, je croque. Et là, mais je suis transporté vers un endroit que je connaissais même pas. Je savais même pas que ça existait. Un tel plaisir gastronomique. Ouais. Et arrivé à la fin du sandwich, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer pour une côte de bœuf. Et je me suis dit, mais je viens de vivre un truc qui est absolument dingue. Ouais. J'ai jamais été aussi bouleversé par un morceau de viande. Et donc c'est ça, en fait. Ton talent, c'est au-delà de la virtuosité. C'est quelque chose qui est indescriptible. Pour moi, c'est pas que de la côte de bœuf. Pour moi, c'est... Mais j'en reviens toujours à la même histoire, je le sais, mais c'est juste du partage et c'est de la transmission. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. T'as tellement raison. Voilà. La côte de bœuf, elle t'a touché gustativement, physiquement. En plein cœur. Et métaphoriquement. Et on en parle là, j'ai envie qu'on aille s'en faire une. Je pense qu'on va faire ça après l'épisode. En fumant une bonne clope. Ouais. Ça me paraît être un bon programme. Je pense qu'on arrive à la fin. On a fait le tour de ce qu'on avait à vous dire pour cette superbe émission. Pour le moment. Et comme vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine dans Fume. Et la semaine prochaine, on a une petite surprise pour vous. On vous l'annonce. Ça y est, on peut enfin vous le dire en exclusivité. Ça fait un moment qu'on a envie. C'est quelque chose qu'on prépare depuis longtemps. On aura un invité. Un invité très spécial. Poète. Un parolier. Quelqu'un qui analyse, qui a une vision sur la société. Et surtout un impertinent qu'on adore. Alors ça. Et que vous adorez aussi. Tu le dis, je le dis ? On parle évidemment de Damien Saez, qui nous fait l'honneur de venir. Ça me fait des frissons que tu le dises là. Et on a hâte, tout simplement. Je pense qu'on va bien s'énerver avec lui, mais on va aussi bien rigoler. C'est certain. Et ça m'étonnerait pas qu'on s'en grille une petite pendant l'émission. Ah bah ça. Donc voilà, à la semaine prochaine pour Saez, pour un petit cryptophilo aussi, on peut le dire. Bien sûr, oui, Sébastien sera là. Il m'a dit qu'il serait disponible la semaine prochaine. Donc voilà, ça va être que des surprises et des... On a très très hâte de vous retrouver.
Et en attendant, en fumant une bonne cigarette, pensez à vous, remettez-vous en question. Et c'est le message de cet épisode, devenez votre propre guide. Parce qu'on va pas le faire pour vous. Allez, à la semaine prochaine tout le monde. À la semaine prochaine. Ce podcast vous a été présenté par l'UFM, Union des fumeurs militants. Avec la cigarette, c'est tous les jours la fête.